Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'épidémie d'Ebola qui continue de se propager dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC. Le dernier bilan, 700 cas et 139 décès. À Bunia, une équipe tente de retrouver les cas contacts pour limiter la propagation du virus. Les précisions à suivre. Nous vous parlerons aussi du fameux bâtiment des Nations Unies au Sénégal pour lequel un accord a enfin été conclu. Un édifice imposant installé à la périphérie de la capitale et qui doit accueillir les institutions onusiennes de la sous-région africaine après 2 années de négociations depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. Les deux positions se sont finalement rapprochées. Et si l'Afrique pouvait rêver plus grand pour cette Coupe du Monde? C'est notre focus de ce samedi. 10 équipes africaines engagées, une première dans l'histoire. Après l'exploit du Maroc en demi-finale au Qatar, les attentes sont immenses. L'Afrique peut-elle désormais viser une finale, voire un titre mondial? Quels sont les défis sportifs, économiques, symboliques de ce mondial nord-américain? Nous vous en parlons avec le journaliste sportif Mansour Loum, rédacteur en chef chez Sports News Africa. On ouvre ce journal en allant dans l'est de la RDC où l'épidémie d'Ebola continue de se propager dans la province de l'Ituri. Le dernier bilan fait du ministère congolais de la Santé fait état de 689 cas confirmés et 139 décès. À Bunia, l'équipe de riposte tente de retracer les cas contacts pour limiter la propagation du virus. Les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Dans les rues de Bunia, il y a des messages de prévention, se laver les mains régulièrement, limiter les contacts même avec les proches. Des gestes barrières essentiels car le virus Ebola continue de circuler en ville. Alors nous avons pu nous rendre dans une clinique du centre-ville. 5 cas y ont été confirmés au virus Ebola. La clinique a dû fermer ses portes aux patients. Elle a été classée zone rouge, c'est-à-dire à haut risque de transmission. Des équipes de la riposte sont en train de décontaminer la clinique en aspergeant toutes les chambres de produits désinfectants. Alors ici à Bunia, eh bien, l'urgence c'est de pouvoir identifier et suivre tous les cas contacts pour éviter l'apparition de nouveaux foyers d'épidémie. Nous ne pouvons pas être sûrs à 100% que nous avons enregistré l'exhaustivité des contacts générés par les cas confirmés à l'heure actuelle. Parce que si vous avez un cas qui n'est pas lié, le cas a eu le temps d'être symptomatique et de générer des cas secondaires. Et ça là, ne va pas nous permettre de vite arrêter la chaîne de transmission. Le travail est en cours, la saisie, le lissage des contacts, ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail continu où nous avons la mise à jour régulière. Un laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale a été mis en place à Bunia. L'objectif, c'est de pouvoir tester le plus de cas suspects possible et rapidement, car pour le moment, le diagnostic peut prendre plusieurs jours à être posé. La riposte n'est pas encore 100% efficace, mais elle va dans le bon sens, nous a confié une autorité sanitaire locale. Et on vous en parlait hier des heurts qui ont éclaté à Kinshasa lors d'une manifestation de l'opposition qui voulait protester contre le projet de changement de constitution porté par la majorité au pouvoir. Les autorités congolaises condamnent fermement ces incidents où plusieurs personnes ont été blessées et annoncent qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de ces incidents. Le Sénégal et les Nations Unies ont enfin conclu un accord au sujet de la Maison des Nations Unies. Après 2 ans de négociations depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, les deux positions se sont finalement rapprochées. Cet édifice imposant, inauguré en 2023 à Diamniadio, en périphérie de la capitale, va accueillir des institutions onusiennes de la sous-région ouest-africaine. Une installation loin d'être gratuite pour l'ONU, selon le nouvel accord. Les détails dans cette correspondance à Dakar d'Elimandao. Le nouveau contrat conclu entre le Sénégal et les Nations Unies permettra une réduction de la durée d'occupation de l'édifice par les institutions onusiennes. Ce sera désormais 25 ans contre 99 ans sur le premier contrat. Le gouvernement du Sénégal va également occuper
3 des 6 ailes de cet édifice imposante. Les Nations Unies vont assurer l'entretien global de l'édifice d'un coût global annuel d'1 milliard de francs CFA. Et les Nations Unies vont verser à l'État du Sénégal une dotation annuelle de 500 000 $. Un nouveau contrat conclu après de nombreux mois, je dirais même plus de 2 ans de discussions, de négociations entre les deux entités. Ce nouveau contrat permettra le déploiement des institutions onusiennes. Ce sont des dizaines d'institutions qui sont basées à Dakar, qui vont se déployer à Diamniadio, cette nouvelle ville construite pour désengorger Dakar, une nouvelle ville qui accueille déjà des ministères, des plateformes industrielles ou encore des infrastructures sportives ou encore estudiantines. Le président nigérian affirme que plus de 13 000 terroristes ont été tués en un an. Candidat à sa réélection, Bola Tinubu a assuré que les victimes de l'insurrection djihadiste ont baissé de 80% depuis son arrivée au pouvoir en 2023. Le pays reste pourtant frappé par Boko Haram, les bandes armées et les enlèvements de masse, notamment dans le nord du pays. On passe à notre focus de ce samedi soir. La Coupe du Monde 2026 marque un tournant pour le football africain. 10 sélections sur le continent sont présentes, un record après le parcours historique du Maroc en 2022. Les ambitions ont changé. Il ne s'agit plus simplement de participer, mais de rivaliser avec les plus grandes nations. Entre espoirs sportifs, enjeux économiques, poids des diasporas, ce mondial pourrait être celui de la confirmation pour le football africain. Et pour en parler, nous recevons le journaliste sportif spécialiste du football africain. Je le vois qui trépigne déjà sur sa chaise. Mansour Loum, rédacteur en chef chez Sport News Africa. Merci et bienvenue dans votre JTA. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de l'invitation. Alors, avant de parler du côté sportif, j'ai une question, un peu de néophyte, mais néanmoins, après toutes les polémiques qu'on a entendues, là, on a l'impression que le mondial a commencé jeudi. Tout est apaisé, tout est réglé? Tout est apaisé, oui et non, parce qu'il y a quand même toujours des sources de tension. On a vu beaucoup de choses qui sont passées avant par rapport aux supporters, par rapport à des officiels, même des membres de délégation. Il y a donc eu beaucoup de choses, mais la grogne continue parce que maintenant, il y a les supporters qui se rendent compte que c'est très cher d'aller au stade, de se rendre au stade, de consommer au stade. Donc il y a toujours des petites polémiques qui quand même continuent parce qu'on est quand même, mine de rien, sur le mondial le plus cher de l'histoire pour les supporters. Ah, ça va être un sujet. J'ai entendu 13 000 $. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres d'ailleurs? Comment ça s'explique? Supposons qu'un supporter veuille suivre son équipe du premier match jusqu'à la finale. En termes de billetterie, c'est à peu près ce qu'il devrait dépenser. Donc c'est très très cher entre ça, la nourriture et les transports, ça chiffre très très vite. Ouais, c'est hors de prix, évidemment. Alors, pour ce mondial-là, 48 nations, 10 équipes africaines présentes au mondial. Est-ce que c'est un moment historique pour le football africain? Totalement. Ça faisait un petit moment que beaucoup d'Africains disaient qu'il fallait peut-être plus de représentativité en termes de chiffres, en tout cas sur cette Coupe du Monde, parce qu'avant, on en avait 2, puis 5, maintenant 10. Sur 48, c'est pas mal. Et donc, on expliquait souvent des fois le fait que l'Afrique n'arrivait pas à performer parce qu'il n'y avait pas assez d'équipes. Là, il y en a 10. Donc, forcément, les attentes seront beaucoup plus élevées, non seulement du côté des supporters, mais aussi des détracteurs qui vont dire, écoutez, maintenant, vous êtes 10. Il faut qu'on voit de quoi vous êtes capable. Alors après l'exploit du Maroc en demi-finale, donc en 2022, est-ce que cette année, il est possible, Mansour Loum, dites-le nous, là maintenant on va vous enregistrer, est-ce qu'il est possible de voir une équipe africaine en finale? Ce sera difficile. Franchement, ce sera difficile parce qu'il y a quand même beaucoup de prétendants qui sont sur la ligne de départ. Et puis surtout, quand on regarde les vainqueurs et les finalistes de Coupe du Monde, c'est un cercle très fermé, c'est les habitués. C'est toujours souvent les mêmes qu'on retrouve, les 6 mêmes équipes. Donc c'est dur de s'inviter en finale. Mais pourquoi pas, en tout cas, voir des équipes en quart ou en demi, il y a de très grandes chances quand même qu'on voit certains effectifs africains actuellement. Alors là, maintenant, il faut se mouiller. Parmi les 10, il faut nous faire un top 3 des équipes les plus attendues qui peuvent aller le plus loin. Vous avez dit quoi? Quart de finale au moins, du coup? Franchement, je ne vais pas être original. J'en ai 3. Ouais. Maroc, Sénégal, les 2 finalistes de la dernière CAN, parce que on ne sait pas encore qui a gagné officiellement. Et je mettrai en 3e la Côte d'Ivoire, qui a un effectif franchement très bien fourni, avec une défense très solide et une attaque qui peut faire mal. Alors on dit qu'il y a souvent... qu'est-ce qui manque finalement aux équipes africaines pour qu'elles aillent le plus loin possible? Alors, on a vu que c'est pas le talent en tout cas. Voilà, c'est pas le talent. Alors si on s'attarde juste à l'aspect terrain, par le passé, et c'est peut-être moins le cas maintenant, souvent les équipes africaines ont fait preuve de naïveté, peut-être des mauvaises préparations, des choses comme ça. Là, ce qui va peut-être
On a vu que le Maroc, il y a 4 ans, a justement montré que c'était possible de casser ce plafond de verre, d'atteindre le dernier carré. Il faut justement que les équipes soient pragmatiques. En fait, on vient pour gagner une Coupe du Monde ou pour aller le plus loin possible, pas pour gagner un seul match. Et c'est en ça que le Maroc a montré de très belles choses il y a 4 ans, c'est-à-dire qu'ils ont affronté l'Espagne, le Portugal. Le but, c'est pas de faire forcément du beau jeu ou d'être dominateur. Le but, c'est de gagner le match. Donc, il faut qu'en fait, les équipes africaines se mettent dans l'optique de « je viens pour gagner », pas pour forcément faire une belle production. Et on l'a vu, par exemple, lorsque la France a remporté sa Coupe du Monde, c'était pas forcément le jeu le plus flamboyant. Et donc, c'est en ça que souvent, les équipes africaines, elles ont fait preuve de naïveté en voulant des fois trop bien faire. En fait, il faut des fois être juste pragmatique et sécuriser le score. Donc, être plus tactique... Voilà, que technique. Enfin, Exactement. Exactement, des fois c'est ça. Oui, non, mais je comptais. Mais voilà, une petite référence. Les joueurs africains, néanmoins, ils brillent sur les championnats dans le monde entier, notamment en Europe. Et pourtant, ils peinent dans les sélections. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Ben déjà, ils n'ont pas les mêmes coéquipiers en COP qu'en sélection. Parce que quand on prend nos stars africaines et jouent dans des clubs, Brahim Diaz, c'est le Real Madrid, il joue avec Vinicius Junior, Kylian Mbappé. Donc, sans faire offense aux joueurs avec lesquels ils jouent en section du Maroc, mais c'est pas le même acabit. On a vu aussi, par exemple, à l'époque, Sadio Mané, Mohamed Salah qui jouent à Liverpool avec Firmino, c'est pas le même acabit aussi. Donc, il y a un petit peu, on va dire, des fois, dans certaines sélections, en tout cas, ce défaut qualitatif qui fait que forcément, ils sont un petit peu moins performants. Et puis après, il y a aussi l'environnement. Je veux dire, une sélection, on le voit dans les top sélections mondiales, que ce soit l'équipe de France, l'Argentine, le Brésil, tout est cadré. Je veux dire, c'est de l'horlogerie. C'est vraiment tout est lisse, alors que dans les sélections africaines, malheureusement, il y a encore beaucoup de choses de cuisine interne qui se passent des fois. On a vu encore des histoires de... C'est beaucoup moins le cas quand même ces dernières années, mais des histoires de primes. Oui, on a vu une équipe du Nigeria qui avait refusé de jouer avant de recevoir ses primes. La logistique des fois aussi, comment se déplacer, est-ce qu'on y va en vol commercial, est-ce qu'on y va en vol privé, des choses comme ça pour favoriser la récupération. Et en fait, tous ces facteurs-là, mis bout à bout, vous créez un gros écart sur le long terme. Mais alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, expliquez-moi aussi sur l'aspect business du foot, mais aussi sur l'organisation en termes des institutions. Que fait la FIFA ? Comment on peut expliquer une telle disparité ? Est-ce que ça veut dire que tout repose, les sélections nationales, tout repose sur le pays ? C'est ça ? S'il n'y a pas de part de la FIFA, de la CAF, comment ça s'organise ? Non, la FIFA fait à peu près la même chose avec toutes les confédérations. Ce qui se passe en Afrique, c'est que on a des économies qui sont ce qu'elles sont. Notamment, je vais donner des exemples tout bêtes, mais dans quasiment 80% des sélections africaines, c'est pas la fédération qui paye les sélectionneurs, c'est le ministère des Sports. Donc, c'est l'État. Et quelque part, c'est le citoyen lambda qui paye via ses impôts, qui paye le sélectionneur. C'est un petit peu ça la réalité. Donc, en fait, les économies ne sont pas les mêmes. Quand vous avez des top sélections, justement, comme la France et bien d'autres, qui ont vraiment des économies qui sont autonomes, vraiment ça. Donc, elles ont aussi beaucoup de marketing aussi qui est développé. Elles ont beaucoup de partenaires, de sponsors et autres. Donc, elles ont une plus grosse puissance financière qui fait qu'elles peuvent faire beaucoup plus de choses. Et en ça, il y a encore beaucoup de travail sur le continent africain. C'est peut-être ça l'enjeu, c'est de développer une économie autonome aussi autour des joueurs dans les sélections nationales, dans les pays. Il faudrait que les sélections nationales soient marketées par des marques locales. Peut-être. Exact. Ça peut faire partie, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à regarder juste les marques internationales, les grosses marques, mais ça commence aussi peut-être des fois au niveau local, on peut trouver des partenaires et des choses comme ça qui vont permettre de grandir. Et alors, pour terminer rapidement, est-ce qu'au-delà du terrain, qu'est-ce que ça changerait un grand parcours d'une équipe africaine, par exemple, pour l'image du foot africain dans le monde ? Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Vous savez, le plus dur en sport, c'est pas de faire un exploit, c'est de le confirmer. Et donc, justement, l'importance de ces Coupes du Monde, c'est de montrer que si le Maroc a fait demi-finale il y a 4 ans, il faut qu'une équipe africaine se hisse en demi-finale. Parce que justement, on va montrer que, regardez, il y a une confirmation, donc il y a vraiment une dynamique. Et surtout, ça va créer une espèce de bulle de positivité, et d'autres équipes voudront aussi faire encore demi-finale et atteindre ce plafond-là. Donc ce plafond qui ensuite sera cassé pour atteindre une finale et ensuite un titre, parce que c'est inéluctable qu'un jour une équipe africaine remportera une Coupe du Monde. Mais il faut vraiment qu'il y ait ce truc-là, confirmer. C'est le plus dur dans le sport, c'est de confirmer et de montrer que ce n'était pas juste un coup du hasard. Voilà, on le note. Mansour Loum, vous étiez dans le Journal de l'Afrique. Donc, on a noté, moi j'ai noté Sénégal, Maroc et Côte d'Ivoire avec ma propre hiérarchie. Merci beaucoup, Mansour Loum, d'être venu pour nous parler de cette Coupe du Monde dans ce Focus, dans ce JTA. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Praia à Boston en passant par Rabat. On salue les petits requins, c'est ça, les requins bleus du Cap-Vert. Merci beaucoup. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.
2021, Kaboul tombe aux mains des talibans. L'Afghanistan souffre aujourd'hui d'un apartheid sexuel. Où faire du vélo est un crime si l'on est une femme. Elles peuvent être persécutées, arrêtées, torturées, voire tuées. Tous nos rêves de femmes et notre avenir ont été anéantis. Une course contre la montre commence. Sauver l'équipe féminine de cyclisme. On a reconstruit un réseau d'exfiltration. C'était une opération très secrète. Toutes les frontières de l'Afghanistan étaient fermées. Comment obtenir des passeports pour ces personnes qui veulent quitter leur pays? Les talibans ont littéralement braqué leurs armes sur les filles. On était paniqués, effrayés. S'ils découvraient qu'on était des athlètes cyclistes, c'était fini. Et là, on a 125 personnes dans des bus, au milieu de nulle part. Et oui, mais là, on est un peu à court d'imagination. L'histoire vraie d'une mission impossible, les échappés de Kaboul, à découvrir sur France 24.